J'avais tout juste 70 ans lorsqu'il est entré dans mon existence, comme une brise chaude pénétrant sans bruit dans une maison que l'on croyait figée. Le miroir, mon confident silencieux, me renvoyait chaque matin l'image d'une femme, sculptée par les saisons, pas seulement celle de la nature, mais celle du cœur, de l'attente, des silences trop longs. Mon corps portait la mémoire du temps, comme un livre ouvert, dont chaque page était une ride, chaque chapitre un souvenir que le vent marin n'avait pas encore effacé. Mes cheveux, d'un blanc argenté, retombaient en vagues disciplinées sur mes épaules fatiguées, toujours retenues par cette broche en ivoire usée par le temps, un bijou précieux que ma mère portait les jours de fête. Il y avait dans ce geste quotidien, ce simple attachement des cheveux, quelque chose de rituel, presque sacré, comme si je m'accrochais à un ordre ancien dans un monde qui changeait trop vite. Mes yeux, ces deux éclats d'émeraude pâle, gardaient une lueur d'intelligence, de défi même. Malgré les années, ils scrutaient encore le monde avec cette curiosité tranquille que seuls les cœurs solitaires cultivent. Les rides qui les entouraient étaient comme des chemins invisibles, tracés par les sourires passés, les larmes retenues, les nuits sans sommeil. Ma peau, fine et claire, avait la texture de la porcelaine ancienne, délicate, mais solide. Sur mes mains tremblaient des histoires que je n'avais jamais racontées. Elles étaient lentes, oui, mais toujours capables de caresser une tasse de thé comme on caresse un souvenir qu'on ne veut pas réveiller trop brusquement. J'étais veuve depuis près de 20 ans, sans enfant, sans frère, ni sœur survivant, sans autre présence que mes pensées, parfois bavardes, parfois silencieuses, et les portraits en noir et blanc d'un passé qui s'effaçait peu à peu dans les murs humides de ma villa à Crotone. Mon mari, Girolamo, était mort un matin d'avril, effondré entre ses lits blancs, victime d'un cœur trop fatigué d'aimer sans retour. Depuis ce jour, le silence avait pris possession de ma maison, comme un hôte légitime. Il s'était installé dans chaque pièce, chaque recoin, et j'avais appris à l'aimer à ma manière. La solitude était devenue mon ombre, la routine, mon unique certitude. Jusqu'à ce qu'il arrive. Mais avant de poursuivre, abonnez-vous pour ne rien manquer des récits bouleversants de ces femmes, pour ne pas laisser leurs histoires s'effacer dans le silence. Aimez cette vidéo pour nous soutenir et revenez chaque semaine pour un nouvel épisode. Revenons à lui. Il s'appelait Malik Osei Diodato, un nom qui dansait sur la langue comme une promesse d'ailleurs. Il avait 26 ans et un regard si dense, si profond, qu'on aurait cru y voir le reflet de terres entières, de traditions perdues, de douleurs anciennes et de rêves invaincus. Il était grand, immensément grand, peut-être 1,90 m, et se tenait toujours droit, comme s'il portait une histoire trop importante pour qu'on la raconte les épaules courbées. Sa peau avait la teinte riche du cacao torréfié, et dans la lumière dorée des fins d'après-midi calabrais, elle semblait presque irradier. Son visage était celui d'un homme taillé dans la force. Pommettes hautes, mâchoire affirmée, nez fin, et une barbe courte soigneusement taillée, qui dessinait ses traits avec une précision presque artistique. C'était un visage qu'on regardait une fois, puis une seconde fois, et qui restait gravé dans la mémoire. Mais ce qui m'a frappé en premier, ce fut ses yeux. Deux puits sombres, sans fond, mais pleins d'histoire. Il ne fuyait jamais le regard. Et pourtant, il cachait tant de choses qu'on sentait qu'un monde entier se débattait derrière cette intensité calme. Lorsqu'il souriait,
ce qu'il faisait avec une timidité presque enfantine. Ses fossettes apparaissaient sur ses joues, comme une ponctuation délicate, une parenthèse de douceur dans son apparente gravité. Ses dents blanches ressortaient comme une surprise, et ses lèvres charnues, dessinées avec soin par quelque dieu généreux, donnaient l'envie de les écouter même quand elles se taisaient. Je l'ai rencontré à la bibliothèque municipale, un après-midi de pluie fine. Comme souvent, je m'y étais réfugiée, entre les rayons silencieux et l'odeur rassurante du papier ancien. Il était là, assis seul, penché sur une vieille édition de l'Infinito de Leopardi, absorbé par les vers comme s'il cherchait à en déchiffrer le sens caché entre les lignes. Il portait une veste en lin gris, usée mais propre, une chemise blanche retroussée jusqu'au coude, un pantalon sombre et des chaussures fatiguées par le voyage. Il avait l'allure de ces personnages de romans qui semblent sortis d'un autre siècle, modestes, mais empreints d'une grandeur silencieuse. Et alors j'ai su, sans comprendre pourquoi, sans logique, sans explication. J'ai su que mon destin, ce fil tranquille que je croyais avoir rangé dans un tiroir avec mes illusions, venait de se défaire, et que ce jeune homme inconnu, inattendu, impossible, allait en rebroder les contours. Ce poème, lui ai-je dit, sans réfléchir, les mots glissant de mes lèvres comme une confidence involontaire, est l'épitaphe la plus belle que j'ai jamais lue. Il a levé les yeux vers moi, d'abord surpris, presque pris en faute, puis son regard s'est adouci, envahi d'une chaleur rare, celle qu'on ne voit que chez ceux qui ont pleuré seuls dans des pièces sans fenêtres. Cette chaleur n'était pas celle des jeunes hommes, en quête de conquête facile, non. C'était la chaleur lourde de ceux qui ont connu la perte, le déracinement, le vide. Il m'a répondu avec une voix posée, au timbre enveloppant, chargé d'un accent étrange, comme un écho venu de plusieurs ailleurs. C'est comme s'il parlait de moi. Il n'y avait pas de jeu dans ses yeux, pas d'attente, juste cette vérité nue, fragile, qu'il venait de me tendre comme un fil invisible entre lui et moi. Et ainsi, tout a commencé. Dans les jours qui suivirent, Malik s'est peu à peu dévoilé, sans ostentation. Il m'a dit qu'il étudiait la philosophie à l'université de Catanzaro, qu'il passait ses journées entre les amphithéâtres, les bibliothèques et les petits boulots qui lui permettaient à peine de manger. Il n'avait ni famille en Italie, ni souvenirs heureux de là d'où il venait, seulement des bribes floues, des absences. Il disait souvent qu'il n'appartenait à aucun lieu, qu'il vivait dans l'interstice entre les langues, entre les identités. Je l'écoutais, fasciné. Il parlait de Spinoza avec la ferveur d'un croyant perdu dans le désert, de la tension entre ce que l'on montre et ce que l'on est réellement, de l'exil intérieur que chacun porte en soi, même ceux qui ne quittent jamais leur maison. Il citait des philosophes, des poètes, des penseurs oubliés. Ces mots me berçaient, éveillaient quelque chose que je croyais mort, une lumière discrète, ancienne, revenue d'entre les ruines de mes silences. Nous avons commencé à nous voir tous les jours. Il m'attendait à la sortie de la bibliothèque, me raccompagnait chez moi avec une lenteur volontaire, presque rituelle. Le simple fait de marcher à ses côtés me redonnait une forme de jeunesse, pas celle du corps, mais celle de l'âme. Celle qui fait que l'on respire plus profondément, que l'on sent à nouveau les odeurs du monde. Le jasmin, l'olive, le linge propre. Avec lui, je n'étais plus une vieille femme. J'étais une femme qu'on regarde, qu'on écoute, qu'on touche. 3 mois passèrent ainsi entre confidences murmurées, thé partagé sur la terrasse et silence d'or. Puis un soir d'avril, alors que la mer grondait au loin,
Il me dit, presque sans me regarder, « Je veux être avec toi, Belladonna, sans condition, sans promesse vide. » Ce ne fut pas une demande, ce fut une vérité déposée là, entre nous. Et moi, je l'ai cru. Le mariage fut discret, presque clandestin. Il n'y eut ni fleurs, ni fanfares. Juste mon ami, Ninetta Valbona, qui, en bonne calabraise, fronça les sourcils et me souffla entre ses dents serrées. « Ce garçon n'est pas net. » Et Elio Marcassini, le jardinier de ma villa, qui assista à la scène comme s'il regardait une pièce de théâtre absurde, se contentant d'un sourire poli, les lèvres trop serrées, pour être honnête. Malik portait un costume trop étroit aux épaules, emprunté à un cousin éloigné, disait-il. Moi, j'avais ressorti la robe ivoire de ma mère, celle qu'elle avait portée à son propre mariage, dans un autre siècle. Nous avons échangé nos vœux dans le jardin, sous le figuier noueux, avec pour témoin quelques tourterelles et le vent salé venu de la mer. Cette nuit-là, il me prit dans ses bras. Il fut doux, attentif, presque religieux dans ses gestes. Sa peau brûlait contre la mienne. Son souffle s'accordait au mien, comme une mélodie oubliée. Je ne m'étais pas sentie désirée depuis des décennies. Et voilà que chaque centimètre de mon corps reprenait vie sous ses doigts. Ce n'était pas du sexe, c'était une reconnaissance, une renaissance, une offrande. Pendant 10 jours, nous vécûmes comme dans un rêve suspendu. Nous préparions ensemble des repas simples, du pain chaud, des tomates gorgées de soleil, du vin léger. Nous nous promenions dans les champs de coquelicots, parfois sans parler, parfois en riant comme 2 enfants. Le soir, je lisais à voix haute des extraits de Montal, pendant qu'il jouait doucement avec mes cheveux, m'appelant Mia Stella Antica. Je me sentais chez moi, en lui, comme si enfin quelqu'un avait su voir au-delà de mes rides, au-delà des apparences, jusque dans ce cœur qui battait encore, même faiblement. Puis je trouvai la boîte. Elle était bien cachée, au fond de l'armoire, dissimulée sous sa vieille valise grise. Une boîte noire, poussiéreuse, fermée par un ruban bleu élimé. Je l'ai prise en main avec hésitation, comme on touche une pierre tombale. La curiosité, cette bête insatiable, l'a emportée sur ma pudeur. J'ai défait le ruban. À l'intérieur, il y avait des photographies en noir et blanc, des coupures de journaux jaunis, des lettres écrites dans une langue que je ne comprenais pas. Et au fond, un papier, un document officiel, au bord froissé. Je l'ai ouvert. Un silence épais est tombé autour de moi. Mon cœur s'est mis à tambouriner, violent, irrégulier, comme s'il voulait fuir ma poitrine. Je relus, encore, les lignes imprimées. Des termes médicaux, des chiffres, des noms de médicaments, et un mot en haut, comme une gifle. Diagnostic différentiel, trouble dissociatif de l'identité. Certificato di riassegnazione di sesso. Nom original. Malika Diodato Osei. Intervention réalisée à Marseille 4 ans auparavant. Je suis restée figée, le regard accroché à ces mots comme à une falaise au bord de la chute. Mon esprit tentait de recoller les morceaux de ce que je croyais connaître. La photographie, glissée entre les papiers, me transperça le cœur. Un visage familier, presque identique au sien, mais plus doux, plus rond. Les yeux, ces yeux-là, étaient à même. Le feu aussi. Mais dans ce regard féminin, il y avait une douleur ancienne, quelque chose de caché, de contenu, comme un cri retenu depuis l'enfance. J'ai refermé la boîte avec des mains tremblantes. Le carton craqua légèrement sous la pression de mes doigts. Je me suis assise sur le bord du lit, le souffle court, la poitrine nouée. Pendant 1 heure, je suis restée là, immobile, à regarder le plancher comme s'il allait me dire ce que je devais faire.
Mon esprit était un tourbillon. Pas de colère. Pas encore. D'abord une sidération. Puis une série de questions sans réponse. Quand Malik est rentré, le soleil était presque couché. Il portait un bouquet de fleurs sauvages, cueillies quelque part dans les collines. Il avait toujours aimé m'en offrir sans raison. Son sourire, d'abord éclatant, s'effaça dès qu'il vit mon visage. Il comprit. Il posa les fleurs sur la table, lentement, comme on dépose une offrande sur un autel. « Tu le savais depuis le début ?» ai-je demandé. Ma voix était basse, presque étrangère, comme si elle appartenait à une autre femme, plus forte que moi. Il hocha la tête. Il ne pleura pas. Il ne chercha pas à se justifier. Il ne nia rien. « Je voulais te le dire, » dit-il, « mais chaque jour passé avec toi rendait la chose plus difficile. J'avais peur qu'en te révélant tout, je te perde. » Un silence s'est installé, lourd comme la pierre. Puis la colère est montée, brutale, incontrôlable. J'ai crié, j'ai pleuré, je l'ai giflé. Le bruit de la gifle a résonné dans toute la maison, comme un coup de tonnerre. Mais aussitôt après, sans comprendre pourquoi, je l'ai attiré à moi et je l'ai embrassé. Un baiser désespéré, affamé, plein de larmes et de questions. Puis je l'ai repoussé de nouveau et j'ai crié encore. C'était le chaos. Un chaos fait de trahison, de peur, mais aussi d'amour. Parce que je l'aimais, parce que mon corps l'aimait, parce que mon âme ne savait plus exister sans lui. Cette nuit-là, nous ne nous sommes pas touchés. Lui, sur le canapé, moi dans ma chambre, les yeux ouverts jusqu'à l'aube, écoutant le rythme de sa respiration depuis le salon. Je pensais à tout ce qu'il m'avait donné, de la tendresse, du respect, une renaissance. Et pourtant, il m'avait menti. Était-ce un mensonge ou un silence de survie? Je ne savais plus. Quand le matin est arrivé, je suis allée vers lui. Il était assis, les mains croisées sur les genoux, le regard vide, comme un homme qui attend sa sentence. Je me suis assise en face, j'ai posé mes mains sur les siennes. Elles étaient froides. « Tu m'as menti ?»« Oui, mais tu ne m'as jamais blessée. Tu ne m'as jamais forcée. Ce que j'ai ressenti avec toi, c'était vrai, profondément vrai. Peu m'importe ce que ton corps était avant. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que j'aime. C'est qui j'aime. » Il a fermé les yeux. Des larmes silencieuses ont glissé sur ses joues. Il s'est effondré contre moi comme un enfant enfin libéré d'un secret trop lourd. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin d'entendre cela, m'a-t-il murmuré. Les semaines qui suivirent furent une épreuve. Dans notre petit village, les rumeurs naquirent avec une rapidité brutale. Les regards devinrent tranchants. Ninetta cessa de me parler, sans un mot. Elio me laissa une lettre de démission sur le banc de pierre, écrite à l'encre noire et sans émotion. L'isolement, déjà familier dans ma vie, s'accentua. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Malik me tenait la main. Il ne se plaignait jamais. Il me montrait les philosophies oubliées des stoïciens, m'apprenait à voir les visages derrière les jugements. Il me disait « L'amour n'a pas de forme fixe, belladonna. Il est ce que nous en faisons. » Nous avons continué à nous aimer, pas malgré son passé, mais à travers lui, avec plus de passion, avec plus de vérité. Nos corps, autrefois étrangers, étaient devenus des territoires reconquis. À chaque étreinte, à chaque soupir, nous écrivions notre propre définition de ce que signifie aimer. Ce n'était pas un conte de fées. C'était mieux que cela. C'était réel. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Nous vivons à Palerme, dans un petit appartement où la mer est toujours visible, depuis la fenêtre. Malik a terminé son doctorat avec les honneurs. Il donne des conférences sur la philosophie et le genre, parle aux jeunes de liberté
et d'authenticité. Moi, j'ai commencé à peindre. Des femmes, des hommes, des êtres entre les deux, des âmes. Chaque matin, il me réveille avec un baiser sur le front et un café fort comme son âme. Et si quelqu'un me demande encore « Regrettez-vous d'avoir épousé un homme né dans un corps de femme ?» Je réponds, sans hésiter, « Non, je me suis mariée avec l'être humain le plus courageux, le plus tendre et le plus vrai que j'ai jamais connu. Et cela ne nécessite pas de genre. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotion et de vérité. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, partager et surtout vous abonner. Il y a encore tant d'âmes à découvrir, tant d'histoires à raconter. À très bientôt.